Et si tout ce que nous pensons être était faux? Et si tout ce que nous croyons être vrai n'était qu'une illusion qui nous rend insatisfaits et qui laisse en nous un vide que nous n'arrivons pas à combler, un sentiment d'incomplétude que beaucoup d'entre nous ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on nous inculque l'idée que le plus fort, ou plutôt le plus apte, est celui qui mérite de l'emporter. Dans ce récit, le concept d'adaptabilité a remplacé celui de force, le rendant plus acceptable et politiquement correct. Mais ce n'est qu'une question de sémantique. Au final, le résultat ne change pas. Le plus apte prend le dessus sur les moins aptes. Ce principe nous est présenté comme une loi universelle, une règle qui gouverne non seulement l'ensemble de l'univers, mais aussi les structures sociales, économiques et politiques de notre époque. C'est le dogme, la pensée idéologique sur laquelle repose toute notre réalité. Et c'est précisément ce fondement qui rend acceptable tout ce qui se passe autour de nous. Guerres, iniquités, oppression. Si telle est la nature de l'univers, après tout, nous ne pouvons rien faire d'autre que l'accepter et obéir à cette terrible réalité. Nous ne pouvons pas y faire grand-chose si tout cela semble inique, injuste ou impitoyable. Nous sommes des machines biologiques nées dans un univers matériel qui, pour survivre, doivent lutter les unes contre les autres. Mais sommes-nous certains que ce fondement soit correct ? Sommes-nous certains que ce soit notre destin ? Et si tout cela n'était qu'une tromperie, une grave erreur dictée par la myopie opportuniste de ceux qui profitent de cette vision de l'univers ? Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage extraordinaire pour remettre en question nos certitudes et, grâce à de récentes découvertes, chercher à explorer notre véritable identité autrement. Avant de commencer, cependant, si tu ne l'as pas encore fait, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne et à partager notre travail. Parce que votre soutien est la seule chance que nous ayons de poursuivre notre projet et d'explorer tout ce qui se trouve aux frontières de la connaissance. Notre voyage commence par un événement relativement récent. Le 3 décembre 2018, après un long voyage de près de 2 ans, la sonde OSIRIS-REx de la NASA atteint l'astéroïde Bennu, un petit corps céleste de un peu plus de 500 mètres de diamètre, mais avec une histoire très ancienne, remontant aux origines du système solaire. Pendant 2 ans, la sonde orbite autour de l'astéroïde en analysant sa surface et en cartographiant sa composition. Les données recueillies confirment ce que les scientifiques soupçonnaient. Bennu est un fossile cosmique, un fragment primordial qui pourrait contenir les ingrédients fondamentaux de la vie. En 2020, le moment crucial de la mission arrive. OSIRIS-REx touche la surface de Bennu avec son bras robotique et en quelques instants prélève un précieux échantillon de poussière et de fragments de roche. Une manœuvre délicate, rendue encore plus palpitante lorsque les ingénieurs de la NASA découvrent que le conteneur de l'échantillon a été endommagé, risquant de disperser une partie du matériau dans l'espace. Heureusement, ils parviennent à sécuriser la précieuse cargaison et la sonde commence le long voyage de retour vers la Terre. Le 24 septembre 2023, après 2 années supplémentaires de voyage, OSIRIS-REx achève sa mission. La capsule avec l'échantillon de Bennu entre dans l'atmosphère terrestre et atterrit dans le désert de l'Utah. Enfin, les scientifiques peuvent analyser le matériau recueilli et ce qu'ils découvrent est bouleversant. Bennu a révélé des preuves qui pourraient changer notre conception de la vie dans l'univers. Mais pas seulement. Comme nous le verrons plus loin, cela pourrait aussi offrir un autre point de vue sur notre propre existence. Mais qu'a-t-on exactement trouvé dans l'échantillon prélevé par OSIRIS-REx ? Les analyses des échantillons prélevés sur l'astéroïde Bennu ont révélé la présence de composés organiques complexes, y compris des acides aminés et des nucléobases. Les acides aminés sont les éléments fondamentaux des protéines, tandis que les nucléobases thymine, cytosine, guanine et uracile sont des éléments clés de l'ADN et de l'ARN. La présence de ces composés indique que les conditions nécessaires à l'émergence de la vie pourraient avoir été répandues dans le système solaire primordial et augmente la possibilité que la vie ait pu se développer également sur d'autres planètes ou lunes. La déduction immédiate que l'on peut faire est que si ces molécules, qui sont à l'origine de la vie biologique, sont présentes sur un corps céleste qui précède la naissance de la Terre, la vie pourrait être un phénomène cosmique et donc non exclusif à notre planète. Mais il y a plus que cela. Cette découverte donne du poids à tous ces chercheurs qui, au fil des années, ont soutenu la théorie de la panspermie,
selon laquelle la vie pourrait s'être répandue dans l'univers à travers des astéroïdes, des comètes et des météorites, transportant ces éléments fondamentaux d'une planète à l'autre. Selon cette hypothèse, en effet, les briques de la vie ne seraient pas apparues spontanément sur Terre, mais auraient été semées dans l'espace, se déplaçant entre des mondes, réunissant les conditions adéquates à leur développement. Si tout cela était vrai, l'un des mystères concernant l'origine de la vie sur Terre serait résolu, à savoir comment les premières molécules organiques se sont formées sur notre planète. Mais cela, cependant, ne ferait que faire remonter le problème à un niveau plus fondamental. Si les éléments qui ont permis le développement de la vie sont arrivés de l'espace, alors où et comment se sont-ils formés à l'origine ? La première considération évidente à laquelle nous pouvons parvenir est que si la vie est présente dans le cosmos, cela signifie que l'univers est capable de l'accueillir. On pourrait penser que c'est évident, mais en observant la formation de l'univers, ce ne l'est pas. Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs ? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez. Un 500 € ou plus, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. Parmi toutes les variables qui auraient pu rendre notre univers inhospitalier à la vie, nous nous trouvons au contraire dans une situation qui a permis à la vie non seulement d'émerger, mais aussi de proliférer. Tout cela n'est pas un détail négligeable, car tout cela s'est produit grâce à une série de coïncidences cosmiques qui ont rendu l'univers extraordinairement apte à accueillir la vie. Il suffit de penser que les constantes physiques de l'univers, comme la vitesse de la lumière, la gravité et la force nucléaire, sont calibrées avec une précision millimétrique. Même une infime variation de ces constantes aurait rendu impossible la formation des étoiles, des planètes et, par conséquent, des molécules organiques. On pourrait donc dire que, par une série d'événements aléatoires, notre univers est prédisposé à générer des formes de vie allant des plus simples aux plus complexes. Même si la façon dont tout cela se produit ne nous est pas encore totalement claire. En regardant l'univers d'un point de vue matérialiste, on peut dire que l'univers, grâce à une série de coïncidences extraordinaires, fonctionne comme une machine. Par chance ou malchance, selon les points de vue, elle est capable de générer la vie. La première question est de savoir si la vie résulte seulement d'événements mécaniques aléatoires. Si, comme nous l'avons dit, nous adoptons un point de vue matérialiste, nous ne pouvons que répondre par l'affirmative. Mais comme nous le verrons, la réalité qui se présente à nos yeux est encore plus complexe et mystérieuse que ce que nous sommes capables d'imaginer. L'univers semble donc être une machine capable de générer la vie, et nous la retrouvons aussi bien sous des formes simples et élémentaires que sous des formes complexes. Parmi les formes complexes, on classe l'homme. Autrefois, philosophes et scientifiques considéraient l'homme comme différent des autres formes de vie, car il ressentait des sentiments, émotions et pensées apparemment uniques dans le monde biologique. En d'autres termes, on reconnaissait à l'être humain quelque chose de plus, ce que l'on appelle la conscience, un élément considéré comme exclusif et non attribué aux autres formes de vie. Avec l'avancée des connaissances scientifiques, nous sommes cependant arrivés à la conclusion que ce que l'on appelait autrefois la conscience n'est rien d'autre que le résultat de simples interactions électriques entre les neurones, une sorte de phénomène émergent dû à la complexité de notre cerveau par rapport à celui des autres êtres vivants. La conscience, du moins selon le paradigme matérialiste dominant, ne serait donc qu'une illusion, une conséquence directe de l'activité neuronale, sans aucune existence réelle indépendante.
La preuve à l'appui de cette théorie serait le fait que toute lésion au cerveau compromet l'état de conscience, démontrant apparemment que l'esprit est étroitement lié à la matière et qu'il n'existe rien en dehors d'elle. Mais sommes-nous vraiment sûrs que les choses sont ainsi ? Ou bien, une fois de plus, sommes-nous confrontés à quelque chose de bien plus complexe ? Jusqu'à présent, nous nous sommes limités à analyser l'univers à travers la physique classique, un modèle qui décrit le monde avec des lois précises et déterministes. Mais avec l'arrivée de la physique quantique, nos certitudes sont complètement bouleversées. La physique classique décrit l'univers comme une gigantesque machine parfaitement prévisible dans laquelle tout suit des lois précises. Mais au début du XXe siècle, avec la naissance de la physique quantique, cette vision a été bouleversée. L'une des expériences les plus incroyables qui remet en question notre façon de concevoir la réalité est l'expérience de la double fente. Imagine que tu prends une boîte pleine de balles et que tu les lances contre un mur avec 2 fentes. On s'attendrait à ce que les balles passent par l'une des 2 fentes et s'accumulent derrière elles, formant 2 bandes distinctes. Jusqu'ici, tout est normal. Maintenant, faisons la même expérience avec les électrons, ces minuscules particules qui composent la matière. Si on les lance un par un contre les fentes, il se passe quelque chose d'inexplicable. Au lieu de former 2 bandes, les électrons créent un motif de bandes alternées, comme s'ils s'étaient comportés non pas comme des billes, mais comme des ondes qui se propagent. C'est comme si chaque électron tout seul était passé simultanément par les 2 fentes, interférant avec lui-même comme le fait une onde sur l'eau. Mais ce qui est encore plus absurde se produit lorsque nous plaçons un détecteur pour savoir par quelle fente passe chaque électron. À ce moment-là, comme par magie, l'électron cesse de se comporter comme une onde et recommence à se comporter comme une particule, passant seulement par l'une des 2 fentes et formant 2 simples bandes. Cela signifie que le simple fait d'observer l'électron change son comportement. En d'autres termes, la réalité au niveau quantique n'existe pas de manière définie tant qu'elle n'est pas observée. Si tout cela se produit dans les particules qui composent notre univers, nous devons nous demander « Que signifie vraiment observer ?» Et qui ou quoi observe la réalité pour la faire exister ? Si nous osons et allons au-delà des limites connues, nous pouvons en déduire que si l'univers a besoin d'être observé pour exister, cela implique l'existence d'une conscience primordiale, un principe conscient capable d'interagir avec la réalité. Dans cette perspective émerge l'une des hypothèses les plus révolutionnaires de la physique moderne. La conscience pourrait ne pas être un simple sous-produit du cerveau, mais plutôt une propriété fondamentale de l'univers lui-même. À ce stade, une question cruciale se pose. Comment cette conscience primordiale est-elle liée à notre conscience individuelle ? Les émotions, les pensées, la mémoire, tout ce qui constitue notre expérience subjective ne peut pas être mesuré avec les outils de la science classique. S'il est vrai que nous pouvons analyser l'activité électrique des neurones, mesurer les impulsions cérébrales, il est également vrai que nous ne pouvons pas expliquer d'où vient la conscience. Je considère la conscience comme fondamentale et la matière comme un dérivé de la conscience. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons comme existant, nécessite une conscience. Certains scientifiques et philosophes de l'esprit ont suggéré que la conscience ne réside pas dans les neurones, mais dans un état d'énergie quantique, un champ encore inconnu qui interagit avec la réalité au niveau subatomique. Cette idée est à la base de la théorie de la conscience quantique, proposée par le physicien Roger Penrose et le neurobiologiste Stuart Hameroff, selon laquelle les microtubules à l'intérieur des neurones pourraient fonctionner comme des processeurs quantiques, connectant le cerveau à un niveau de réalité plus profond. Si cette théorie était correcte, alors la conscience ne serait pas un produit du cerveau, mais quelque chose de préexistant, qui utilise le cerveau seulement comme un outil de traitement. Cela expliquerait des phénomènes encore inexpliqués par la science, comme les expériences de mort imminente, la perception extrasensorielle et même le phénomène de la mémoire inexpliquée chez certains individus. Pour ceux qui souhaitent approfondir, nous avons consacré une vidéo à ce sujet que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Mais si la conscience était quelque chose d'indépendant de la matière, nous pourrions même être confrontés à une hypothèse encore plus radicale. C'est l'univers qui aurait été créé par la conscience et non l'inverse. En d'autres termes, si la conscience est le principe fondamental de la réalité, alors l'univers lui-même pourrait être une projection de l'esprit, un champ de possibilités quantiques qui ne prend forme que grâce à l'acte d'observation.
Les implications de tout cela sont immenses. Non seulement elles remettent en question le paradigme matérialiste selon lequel la conscience n'est qu'un produit du cerveau, mais elles ouvrent aussi la porte à une vision de l'univers, où l'esprit et la matière sont deux aspects d'une même réalité. Si la conscience n'est pas un simple phénomène biologique, mais un principe cosmique, alors la question fondamentale n'est plus de savoir comment la vie est apparue, mais quel est le véritable but de l'univers. Peut-être que ce que nous appelons la réalité n'est qu'un des nombreux niveaux d'existence, et que notre esprit n'est qu'un écho de quelque chose de bien plus grand et profond, un champ d'énergie conscient qui imprègne l'ensemble du cosmos. Si tel était le cas, alors notre existence ne serait pas simplement un accident du cosmos, mais le signe d'un univers qui demande à être compris à travers la conscience elle-même. La véritable illusion que nous vivons aujourd'hui est donc de croire que l'univers, la vie et chacun de nous ne sont que le fruit de simples lois mécaniques, et que par conséquent, les émotions, les pensées et la conscience de soi ne soient qu'un simple effet secondaire de cette étrange machine biologique. Mais si au contraire nous dépassons cette vision et réalisons que chaque être vivant fait partie d'une conscience plus grande, que nous faisons tous partie d'un seul champ conscient, et qu'en même temps, chacun de nous est unique et inconnaissable, nous découvrons une perspective différente sur la réalité. Et ce n'est pas seulement une spéculation philosophique qui le confirme, mais la physique quantique elle-même. Dans le monde subatomique, en effet, le théorème du non-clonage montre qu'un état quantique ne peut pas être copié parfaitement. Il n'existe aucun moyen d'en répliquer toutes les informations, car la mesure elle-même altère l'état du système. Cela signifie que chaque manifestation du champ quantique est irrépétible et ne peut être parfaitement connue. Sa nature est intrinsèquement unique. De la même manière, le principe d'incertitude empêche de connaître avec une précision absolue toutes les propriétés d'une particule, rendant impossible de figer ou de reproduire exactement un état quantique dans un contexte identique. Cela implique que la signature de chaque système vivant, si on voulait la lire en termes quantiques, est unique et inimitable. C'est comme si chacun de nous, en tant que partie de ce vaste champ, portait un trait irréproducible, une manière d'être qu'aucune mesure ne pourra jamais saisir complètement, ni la reproduire. Ainsi, tandis que notre conscience individuelle nous fait nous sentir séparés les uns des autres, la physique quantique suggère que nous sommes intimement connectés dans un champ universel, où tout est en relation et où chacun reste irréductiblement unique. Voilà, maintenant revenons à notre réalité quotidienne et essayons d'envisager notre existence sous cet angle. Si chacun de nous, dans son unicité, fait partie d'un tout plus grand et universel, pouvons-nous accepter une réalité où il y a la domination du plus fort sur le plus faible ? Pouvons-nous accepter que l'unicité de chacun de nous soit moquée, humiliée et effacée ? En réalité, ce que la physique quantique semble révéler aujourd'hui n'est pas une découverte, mais une redécouverte d'un thème que de nombreuses traditions anciennes ont exploré avec des mots et des symboles différents. Les Upanishads indiennes, par exemple, parlent d'une profonde identité entre l'Atman, le soi individuel, et le Brahman, le principe suprême, nous montrant comment chaque individu, tout en restant lui-même, fait partie intégrante d'un tout plus grand. En Chine, le Tao est ce flux qui enveloppe et inclut chaque manifestation, tandis que dans les cultures précolombiennes des Andes, le concept de Pacha révèle un cosmos vivant dans lequel chaque forme de vie est une expression unique du même tissu. Des intuitions similaires émergent parmi les peuples autochtones d'Amérique, qui conçoivent le grand esprit comme une seule famille cosmique, et dans les valeurs africaines de l'Ubuntu, où chaque individu ne se réalise qu'à travers un nous collectif. Dans ces visions anciennes, la pluralité des êtres vivants n'est jamais en contradiction avec l'unité essentielle du cosmos, mais en incarne la richesse infinie. Chaque existence porte en elle une empreinte unique, un fragment inimitable de cette totalité. C'est pourquoi, plus qu'un concept totalement nouveau, la physique quantique semble fournir un langage moderne pour revenir à une sagesse ancienne. Tout est un, et pourtant chaque fragment de cette unité demeure porteur d'une diversité qui ne se répète jamais de la même manière. Si tout cela était vrai, nous ne serions pas de simples machines biologiques, programmées pour rivaliser jusqu'à la fin de l'univers. Si tout cela était vrai, le hasard, ces événements fortuits que nous pensons être à l'origine de notre existence et que nous avons érigés en dogme, se révèlent en réalité erronés.
Si, pour comprendre l'origine de la vie, la sonde Osiris-Rex a effectué un très long voyage jusqu'à atteindre un petit astéroïde, nous savons aujourd'hui que pour comprendre l'origine et le but de la vie et de l'univers, il suffirait peut-être de savoir regarder à l'intérieur de chacun de nous. Arrivé à ce point, nous sommes vraiment curieux de connaître votre avis. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail. À la prochaine Histoire.